Très bien. Eh bien, nous allons commencer cette journée cardiovasculaire par le professeur Xavier Monet d'Hôpital Kremlin-Bicêtre, qui va vous parler de la physiopathologie des états de choc. On a 1 heure pour faire le point sur ce sujet. Je te laisse, Xavier. Merci beaucoup, Sébastien. Bonjour à tous. Sébastien, tu me confirmes que ça marche bien et que tout le monde voit bien mes diapositives? Oui, bien sûr. Super. Donc bonjour, on commence par un sujet qui est un peu la base. Si on parle de cardiovasculaire, on commence par la physiopathologie. Alors, on peut écrire des livres entiers sur la physiopathologie de l'insuffisance circulatoire aiguë. Et puis, on peut aussi résumer une littérature compliquée, mais on peut la résumer en 1 heure de temps, je pense, en disant des choses qui sont pourtant exactes. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors en fait, vous savez bien sûr déjà que la définition de l'état de choc, c'est d'abord une définition clinique pour qu'on puisse prendre en charge les patients correctement. Et cette définition, c'est l'association d'une baisse de la pression artérielle, qui est définie sur la pression artérielle systolique, on verra que c'est important, et de signes d'hypoperfusion des organes, comme par exemple les marbrures, etc. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, on peut utiliser une définition physiopathologique et l'état de choc, c'est une baisse de la perfusion des tissus qui aboutit à une inadéquation entre les apports et les besoins en oxygène de l'organisme. Inadéquation entre apport et besoin en oxygène, ça veut dire que c'est une ischémie à l'échelon de l'organisme entier. Une des manières de voir la physiopathologie des états de choc, c'est de l'aborder par les mécanismes de défense que l'organisme met en jeu pour lutter contre l'insuffisance circulatoire. Et on peut se dire que finalement, quand l'état de choc survient, ça veut dire que toutes les capacités d'adaptation physiologique de l'organisme ont été dépassées. En effet, si on résume les choses à grands traits, un état de choc, c'est quoi? C'est ou une baisse de contractilité cardiaque ou une vasodilatation, ou les deux d'ailleurs, qui aboutissent à une baisse de la précharge cardiaque, du débit cardiaque et de la pression de perfusion. Et quoi qu'il en soit, la baisse du débit cardiaque, la baisse de la pression de perfusion aboutissent à une hypoperfusion des organes, à une hypoxie tissulaire, et qui, in fine, aboutit à la nécrose cellulaire et à la mort de l'organisme. Et donc, pour éviter que la nécrose cellulaire survienne, il y a de nombreux mécanismes de défense, bien entendu, qui ont été développés au cours de l'évolution. Et on peut schématiquement dire que ces mécanismes de défense, ils se développent à l'étage de la macrocirculation et du cœur, à l'étage de la microcirculation et à l'étage de la cellule. Schématiquement, on peut séparer les choses comme ça, et c'est le plan que je vous propose d'adopter. Donc à la fin de cette introduction, le premier message important qu'on peut garder en tête, c'est que au cours d'une insuffisance circulatoire aiguë, d'un état de choc, il y a des mécanismes adaptatifs qui tendent à maintenir constante la consommation en oxygène par les tissus, et ils se développent à l'étage de la macrocirculation, de la microcirculation et de la cellule. Voyons donc tout d'abord ce qui se passe à l'étage de la macrocirculation, et là-dedans on peut commencer par dessiner ensemble un schéma fonctionnel. Vous savez qu'il y a plein de manières de modéliser le système cardiovasculaire, vous-même vous pourriez faire autrement, mais ce schéma-là, je trouve, est un schéma qui est particulièrement intéressant pour expliquer la physiopathologie des états de choc. Donc bien sûr, vous voyez le cœur qui pompe dans le système veineux le sang qu'il va éjecter vers les différentes circulations périphériques, et le sang revient vers le cœur droit. Et entre les cœurs droit et gauche, il y a les poumons. Ce schéma, il est intéressant parce que il montre plusieurs caractéristiques. D'abord, il montre bien que les circulations régionales, par analogie avec un circuit électrique, sont branchées en parallèle. On verra à quel point c'est très important. À l'inverse, il montre bien que, à l'étage cardio-pulmonaire,
les circulations sont branchées entre guillemets en série. Ça veut dire que le sang va du cœur droit au cœur gauche en passant par les poumons, et le cœur ne peut éjecter que ce qu'il a reçu du cœur droit. Et puis, ce schéma est intéressant parce qu'il schématise le système veineux comme un réservoir. Réservoir, donc ça veut dire que c'est une réserve dans laquelle, on va le voir encore, l'organisme va pouvoir puiser au cours de l'insuffisance circulatoire si la précharge cardiaque diminue. Alors justement, commençons par nous intéresser à ce réservoir veineux, à cet aspect-là du système cardiovasculaire, et à aborder une notion physiologique importante que vous connaissez peut-être pas très bien, qui est celle du retour veineux systémique. Pour bien comprendre ça, il faut se concentrer sur cette partie-là du schéma. Les circulations à cet endroit-là sont branchées en série. Ça veut dire que, comme je le disais tout à l'heure, le cœur gauche ne peut éjecter que ce qu'il a reçu du cœur droit. On appelle retour veineux systémique, écoutez bien, le débit de sang qui revient vers l'oreillette droite, c'est-à-dire que c'est le débit sanguin à travers les deux veines caves. C'est un débit de sang, ce n'est pas la précharge cardiaque, c'est bien un débit en litres par minute. Et vous comprenez donc, et c'est pour ça que schématiser les choses avec un branchement en série est important, vous comprenez donc que à chaque instant, le débit cardiaque est égal au retour veineux systémique. Le débit du sang qui passe par l'aorte est égal au débit du sang qui passe par les deux veines caves, en tout cas à l'équilibre. Et donc le retour veineux systémique, je répète, c'est le débit de sang veineux qui revient vers le cœur droit. Alors, si on schématise bien les choses, c'est un débit, donc il est déterminé par un gradient de pression et des résistances. Et le débit du sang veineux est déterminé par le gradient de pression qui existe entre, en aval, bien sûr, la pression dans l'oreillette droite, vous comprenez bien, et en amont, ce qu'on appelle la pression systémique moyenne. C'est une variable physiologique extrêmement importante, dont vous entendez peut-être parler pour la première fois. Qu'est-ce que c'est que cette pression systémique moyenne? C'est la pression du circuit cardiovasculaire quand le cœur ne bat plus. Vous vous êtes peut-être jamais vraiment posé la question, mais vous pouvez l'observer au cours d'un arrêt cardiaque, par exemple, la pression artérielle ne descend pas à zéro. Et la pression veineuse centrale, du côté veineux, ne descend pas à zéro. Non. Les deux convergent, comme par exemple après une fibrillation ventriculaire expérimentale, les deux pressions convergent vers une pression qu'on appelle la pression circulatoire moyenne ou pression systémique moyenne. Lorsque le cœur s'arrête, la pression du côté artériel et la pression du côté veineux s'équilibrent, s'égalisent au niveau de la pression systémique moyenne. Et de ce point de vue-là, on peut donc imaginer que finalement le rôle du cœur dans la circulation, c'est de maintenir un écart entre la pression artérielle et la pression systémique moyenne, c'est de faire baisser la pression veineuse centrale suffisamment pour que le sang circule. Quand on arrête la pompe, la pression du côté artériel et du côté veineux s'égalise. Quand on remet en route la pompe cardiaque, les deux pressions s'écartent et c'est bien ça qui crée le débit sanguin. Cette pression systémique moyenne, d'une façon schématique, c'est pas tout à fait exact, mais pour représenter les choses, c'est bien. On peut dire que c'est une pression qui règne en aval des capillaires, au niveau des petites veines. Cette pression-là, rendez-vous bien compte, hein, j'insiste, elle est supérieure à la pression dans l'oreillette droite, puisque c'est cette pression qui fait couler le sang à travers les veines, depuis la périphérie jusqu'à l'oreillette droite. D'accord ? Donc ce débit veineux est déterminé par un gradient de pression et puis aussi par des résistances. En fait, et écoutez bien, c'est fondamental. Vous voyez que le branchement ici, à partir du réservoir veineux, il ne se fait pas à la base
du réservoir. Il se fait à une certaine hauteur au-dessus de la base. C'est pour schématiser que cette pression systémique moyenne dont on parle, elle est créée par un volume de sang veineux qui n'est pas égal à la totalité. Il existe une partie du sang veineux qu'on appelle le volume sanguin contraint, stressed blood volume en anglais, qui subit la pression des parois veineuses, qui génère une pression qui est cette pression systémique moyenne. À côté, il existe un volume sanguin non contraint, unstressed blood volume, qui n'est pas soumis à la pression des parois veineuses qui sont, vous savez, très compliantes, qui ne génère pas de pression et qui ne participe pas au retour veineux systémique. Et vous comprenez bien que ce volume sanguin non contraint constitue une réserve physiologique dans laquelle l'organisme va pouvoir puiser quand la précharge cardiaque diminue. Comment est-ce qu'on peut modéliser, pour avancer toujours un petit peu sur ce chapitre, comment est-ce qu'on peut modéliser ce retour veineux systémique? Et là, on se réfère aux travaux d'un grand physiologiste qui est mort il y a quelques années seulement, Arthur Guyton, qui dans les années 50, avec des expériences animales, a modélisé cette relation entre le retour veineux systémique, qui est un débit, une fois encore, et la pression dans l'oreillette droite. Et cette relation, qu'on appelle la droite de retour veineux systémique, c'est la première grande relation physiologique et hémodynamique qu'on voit ensemble. Cette relation, elle se lie de gauche à droite. Quand la pression dans l'oreillette droite augmente, le retour veineux sanguin diminue. Imaginez que on ouvre le thorax et qu'on appuie sur la paroi libre de l'oreillette droite, on va gêner le retour veineux systémique. Si on augmente la pression dans l'oreillette, le retour veineux se fait moins bien. Au maximum, le retour veineux systémique est nul quand la pression dans l'oreillette droite est égale à la pression d'amont, à la pression systémique moyenne. Débit nul, ça veut dire qu'on est à y égale 0. Ça veut dire que sur le schéma que vous avez sous les yeux, la pression systémique moyenne est modélisée par l'intersection entre la droite de retour veineux systémique et l'axe des abscisses. Et les résistances sont schématisées par l'inverse de la pente de cette relation. Les deux déterminants de ce débit de sang veineux vers l'oreillette droite, le retour veineux systémique, les deux déterminants sont le gradient de pression entre la pression systémique moyenne et la pression dans l'oreillette droite, d'une part, et les résistances au retour veineux systémique, schématisées par l'inverse de la pente, d'autre part. On peut utiliser cette relation pour décrire les états physiologiques ou les interventions thérapeutiques. Par exemple, quand on fait un remplissage vasculaire, on va augmenter le volume dans le réservoir veineux, on va augmenter la pression systémique moyenne. En conséquence, si les résistances veineuses ne changent pas, et c'est le cas, le retour veineux systémique va augmenter, et donc, puisque le débit cardiaque est égal au retour veineux systémique, le débit cardiaque va augmenter à son tour. Imaginons qu'on pince la veine cave inférieure en ouvrant l'abdomen, on augmente les résistances au retour veineux systémique, ça veut dire que la pente diminue. En conséquence, le retour veineux systémique diminue et le débit cardiaque baisse. On retrouve grâce à ça, on peut modéliser grâce à ça des états physiologiques, physiopathologiques et des interventions thérapeutiques. C'est la première grande relation physiologique qu'on voit. Néanmoins, il existe une autre relation physiologique qui est très importante et qui est celle-ci. C'est la relation entre le débit cardiaque et la précharge cardiaque. Cette relation, c'est la relation, vous avez appris ça autrefois, de Frank Starling. C'est la relation qui veut que quand la précharge cardiaque augmente, le débit cardiaque augmente. Et vous avez tous fait l'expérience au lycée avec la cuisse de grenouille à laquelle on attache des poids en dessous, quadriceps de grenouille. Plus on attache de poids en dessous du quadriceps, plus
le muscle se raccourcit quand on fait une stimulation électrique. Cette relation de Frank, décrite par Frank et Starling, c'est une relation donc qui est curvilinéaire, dont la pente dépend de la fonction ventriculaire. Quand la fonction ventriculaire est normale, la pente est élevée. Quand la fonction ventriculaire est basse, la pente s'abaisse. C'est très important tous les jours parce que, dans notre pratique, quand on donne un remplissage vasculaire, on augmente la précharge cardiaque et on espère qu'en conséquence, le débit cardiaque va augmenter. C'est ce que vous faites à chaque fois que vous décidez d'un remplissage vasculaire. Mais vous voyez qu'il existe des cas où la pente de la relation de Frank-Starling est assez plate, ce qui explique que le remplissage vasculaire peut ne pas être efficace et ne pas augmenter le débit cardiaque comme vous l'espériez. On parle de précharge dépendance et de précharge indépendance. C'est donc une relation ici du côté gauche, si je puis dire, du côté artériel. Débit cardiaque en fonction de la précharge cardiaque. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le débit cardiaque, c'était égal au retour veineux systémique, à l'équilibre. Et la pression dans l'oreillette droite, c'est une mesure de la précharge cardiaque. Je veux dire par là qu'en fait, on peut superposer les deux relations qu'on voyait depuis le début, qu'on voit ensemble depuis le début, la relation de Frank-Starling d'une part, et la courbe de retour veineux systémique d'autre part. Quand on superpose les deux, on peut schématiser un point d'équilibre qui décrit, dans des conditions données, le fonctionnement cardiaque. C'est l'intersection entre la courbe de retour veineux systémique et la courbe de fonction cardiaque, dite aussi courbe de Frank-Starling. Donc voilà comment on peut modéliser le fonctionnement du cœur et du retour veineux systémique. C'est théorique, mais ça a été bien montré, je vous montre juste cette diapositive. Guyton avait bien décrit ça dans son modèle animal, les courbes de fonction cardiaque, vous voyez, avec une pente qui diminue quand le myocarde est abîmé, et des courbes de retour veineux systémique avec une pression circulatoire moyenne qui faisait augmenter. C'est le deuxième message important. À l'équilibre, le retour veineux est égal au débit cardiaque et les déterminants du retour veineux systémique sont le gradient POD moins PSM et les résistances au retour veineux systémique. Jusque-là, on a parlé de la schématisation du système. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous permet de décrire, de classer les différents états de choc. Et vous savez qu'on décrit les états de choc hypovolémiques, cardiogéniques, septiques et anaphylactiques. On peut les représenter sur la représentation qu'on a vue. Le choc hypovolémique, c'est quoi? C'est finalement une baisse du volume sanguin circulant, par exemple liée à une hémorragie. Sur notre schéma, ça veut dire que la pression systémique moyenne baisse. Ça veut dire que le retour veineux systémique s'abaisse. Et ça veut dire donc que le débit cardiaque diminue. Au demeurant, vous voyez qu'au même moment, l'abscisse du point d'équilibre baisse. Ça veut dire que la pression veineuse centrale diminue. L'état de choc cardiogénique, donc typiquement un choc cardiogénique d'origine gauche, c'est une baisse de la fonction pompe cardiaque. Imaginez un infarctus. La pente de la courbe de fonction cardiaque s'abaisse. Ça veut dire que le débit cardiaque s'abaisse et au demeurant que la PVC augmente. Choc septique, c'est plus difficile à représenter au plan macrocirculatoire parce que vous savez qu'il y a au cours du choc septique une vasodilatation artérielle, c'est ce qui fait la caractéristique la plus évidente du choc septique, mais aussi une vasodilatation veineuse qui est importante à prendre en compte parce qu'elle crée une hypovolémie relative. Et puis, il y a une diminution de la fonction pompe dans un tiers ou la moitié des cas. Choc anaphylactique, c'est surtout un choc vasodilatatoire, une vasodilatation artérielle et veineuse, même s'il existe une dysfonction avec une hypovolémie relative, même s'il existe une dysfonction cardiaque dans un nombre non négligeable de cas, même si elle ne joue pas un rôle clinique très important. Voilà comment on peut schématiser les différents états de choc, enfin les états de choc de différentes origines,
et on a vu comment schématiser cette fonction cardiaque, comment les physiologistes font pour décrire cette fonction cardiovasculaire. Alors, je vous ai dit au début que un des moyens d'aborder la physiopathologie des états de choc, c'était de voir comment l'organisme se protège contre l'insuffisance circulatoire aiguë. Alors, à cet étage de la macrocirculation, voyons quels sont les mécanismes que l'organisme déploie pour se protéger contre l'insuffisance circulatoire. Et à cette échelle-là, à l'échelle des gros vaisseaux, à l'échelle du cœur, ce sont les grands systèmes adaptatifs, neuro-humoraux, que vous connaissez. Le premier de ces systèmes protecteurs, c'est le système sympathique. C'est le plus efficace, c'est celui qui est mis en route le plus rapidement. Et ses effets sont d'augmenter la fréquence cardiaque, ce qui conduit à une augmentation du débit, de recruter la contractilité cardiaque, d'augmenter l'inotropisme, et puis, par le biais des catécholamines, bien sûr, d'augmenter le tonus artériel. Et ici, il faut faire un premier point clinique. Ça a une importance qui est considérable. Retenez bien ça. Le système sympathique est conçu pour maintenir normale la pression artérielle moyenne, quand le débit cardiaque varie. La pression artérielle moyenne est une variable régulée de l'organisme. Une variable régulée, ça veut dire que la pression artérielle moyenne, c'est une variable que l'organisme va tenter de maintenir constamment au même niveau. Pourquoi? Parce que c'est d'elle que dépend la perfusion des organes. La perfusion des organes ne dépend pas de la systolique, de la diastolique, il dépend de la pression artérielle moyenne. Une variable régulée, ça veut dire qu'il existe des systèmes pour la maintenir constante. Il n'y a pas tant de variables régulées dans l'organisme. Il y a donc la pression artérielle moyenne, il y a la natrémie, parce que d'elle dépend le volume du cerveau, il y a la glycémie, il y a la température corporelle, parce qu'on est des êtres homéothermes, il y a la glycémie, et par exemple, vous avez tous appris tous les systèmes hormonaux qui maintiennent la glycémie constante. La pression artérielle moyenne, c'est pareil. Donc le système sympathique tend à la maintenir toujours constante. Ça veut dire que la pression artérielle moyenne, c'est celle qui varie en dernier. Et d'ailleurs, voilà pourquoi on définit un état de choc cliniquement sur la baisse de la pression artérielle systolique et pas sur la baisse de la moyenne. La pulsée, la différence entre systolique et diastolique, elle peut varier. Et elle varie avec le volume d'éjection systolique. On comprend bien. Si le cœur éjecte un gros volume d'éjection systolique, il y a une grande augmentation de la pression. La pression pulsée, la différentielle tensionnelle, augmente avec le volume d'éjection systolique. Mais la moyenne tente à rester constante. C'est très important parce que, par exemple, quand vous donnez un remplissage vasculaire à un patient, idéalement, il faut mesurer son effet sur le débit cardiaque, puisque c'est le débit qui doit augmenter. Mais si vous ne mesurez pas le débit cardiaque avec un PICO, une Swan-Ganz ou l'échographie cardiaque, et que vous regardez la pression artérielle, la dernière pression artérielle à varier, c'est la pression artérielle moyenne. C'est ce qu'on montrait dans cette étude où il y avait un grand nombre de patients qui recevaient un remplissage, une expansion volémique. L'index cardiaque augmente, il est suivi par la pression pulsée, la différentielle tensionnelle. La pression moyenne tend à rester constante. Quand vous regardez l'effet d'un remplissage, il ne faut pas regarder la pression moyenne, mais la pression pulsée. C'est un point physiologique important. À cause de la stimulation sympathique, la pression artérielle moyenne tend à rester constante lorsque le débit cardiaque varie. C'est le troisième message important. Et puis, on l'a vu, le système sympathique augmente le tonus artériel, mais c'est aussi important de retenir qu'il augmente le tonus veineux. Et c'est très important parce que ça a une conséquence clinique immédiate, c'est la façon dont l'organisme recrute le réservoir veineux dont on parlait depuis le début. Retenez bien que les veines, comme les artères, sont dotées de récepteurs adrénergiques, de récepteurs par exemple alpha-adrénergiques. Ça veut dire que la noradrénaline, celle que produit la surrénale du patient, ou celle que vous administrez dans une seringue, se fixe sur ces récepteurs veineux. Et le résultat de cette vasoconstriction veineuse, c'est
d'augmenter la pression systémique moyenne. Dans cette étude-là, par exemple, il y a quelques années, avec Romain Versichini, on montrait bien que quand on augmente la dose de noradrénaline chez des patients, on augmente leur pression systémique moyenne. On augmente aussi un peu les résistances du retour veineux systémique, vous voyez que la pente diminue, mais dans une proportion moindre. Et chez des malades chez qui la courbe de fonction cardiaque est assez raide, ça induit une augmentation de débit, comme le ferait un remplissage. La noradrénaline recrute du volume sanguin circulant. En fait, ça veut dire que, vous le voyez bien, lorsque la noradrénaline se fixe sur les récepteurs veineux, elle augmente le volume sanguin contraint et donc la pression systémique moyenne. C'est très important parce que ça veut dire que c'est un effet finalement fluide-like de la noradrénaline. C'est très important parce que ça justifie d'administrer de la noradrénaline précocement au cours des états de choc. C'est important parce que le remplissage vasculaire que vous allez faire après avoir débuté la noradrénaline va être plus efficace. C'est un effet synergique de la noradrénaline. Pourquoi? Parce que le remplissage vasculaire que vous allez effectuer va se diluer dans un réceptacle veineux qui est plus petit, qui est vasoconstricté. Et donc on peut imaginer que le remplissage vasculaire est plus efficace chez un patient chez qui on a déjà commencé la noradrénaline. Voilà donc les conséquences artérielles et veineuses de la stimulation sympathique. Les autres systèmes neurohormonaux, c'est le système rénine-angiotensine qui augmente le tonus artériel et aussi le tonus veineux, et puis qui aussi augmente le volume sanguin circulant en retenant l'eau et le sel, bien sûr. Il est moins efficace que le système sympathique, il est mis en route plus tard. Et puis le système arginine-vasopressine, vous savez que l'arginine c'est la même chose que la vasopressine, a surtout un effet vasoconstricteur en augmentant le tonus artériel et puis sans doute le tonus veineux. Il est mis en route plus tard et de façon moins efficace que les deux autres. Pour terminer sur cette partie macro-circulation, il faut parler des particularités au cours du choc septique et c'est ce qu'on fera à chacun des 3 étages. Lors du choc septique, les choses se passent plus difficilement. Sans rentrer dans le détail, pour 2 raisons. Il y a une baisse de la sensibilité des vaisseaux aux vasopresseurs, ils réagissent moins au stimulus vasoconstricteur, pour plusieurs raisons. Et puis, il y a une dysfonction myocardique qui est importante dans certains cas. Et tout ça, vous le voyez, fait que la stimulation sympathique est moins efficace que chez un patient qui a un choc non septique. Et ça explique une gravité physiopathologique particulière de l'état du choc septique. On ne rentre pas dans le détail. Voyons maintenant ce qui se passe à l'étage de la microcirculation. Et là, il faut dire 2 mots de quelques définitions qui concernent l'oxygénation tissulaire. On ouvre là un grand chapitre de la physiopathologie hémodynamique. Imaginons donc, cette fois, on schématise le système cardiovasculaire comme ça, avec un réseau microvasculaire, des cellules et leurs mitochondries. Il y a quelques définitions que vous devez avoir en tête. Le contenu artériel en oxygène, c'est une concentration en oxygène. L'oxygène est porté par l'hémoglobine saturée en oxygène, donc ça dépend de l'hémoglobine et de la saturation. Et puis il y a une petite partie qui est l'oxygène dissous, 0,03 fois la PaO2. Le contenu artériel en oxygène, c'est une concentration, et il y a aussi un contenu veineux en oxygène. Le transport artériel en oxygène, TaO2, ou Oxygen Delivery en anglais, c'est le débit d'oxygène qui passe par les artères, par l'aorte si vous voulez. C'est un débit, en millilitres par minute ou en litres par minute. La consommation en oxygène, c'est le débit d'oxygène que consomment les cellules. Et l'extraction, donc le transport en oxygène, dépend du débit cardiaque et du contenu artériel en oxygène, c'est le débit fois la concentration. Et l'extraction en oxygène, c'est la proportion de l'oxygène apporté par les artères qui est consommée par les cellules. Et normalement, vous savez que cette consommation, enfin vous ne savez pas, elle est normalement d'1 tiers.
les cellules captent un tiers de l'oxygène qui leur est apporté par les artères. Elles extraient un tiers de l'oxygène qui leur est apporté par les artères. Le transport artériel en oxygène, c'est TaO2, ou Oxygen Delivery en anglais, DO2. La consommation en oxygène, c'est VO2, même c'est idéalement V avec un petit point au-dessus, O2, pour expliquer que c'est bien un débit. Après ces quelques définitions, voyons cette relation entre le transport et la consommation en oxygène. Grande relation physiopathologique en hémodynamique. Donc, en abscisse, vous avez le débit apporté par les artères en oxygène, et en ordonnée, vous avez le débit capté par les cellules. Okay, c'est ce qui fait fonctionner les cellules en ordonnée. Cette relation, elle se lit de droite à gauche. Imaginons un patient qui a un infarctus avec un état de choc. Son débit cardiaque diminue. Initialement, et la saturation veineuse, je vous dis que il y a environ un tiers du sang artériel, de l'oxygène artériel qui est capté, donc la saturation veineuse, elle est aux alentours de 65%. Le débit cardiaque diminue, mais initialement, la consommation en oxygène reste constante. La consommation reste constante, c'est très important, parce que ça veut dire que les cellules continuent de fonctionner normalement. Et c'est bien sûr dû au fait que les cellules extraient une proportion plus importante de l'oxygène qui leur est apporté. Néanmoins, il existe un maximum. Finalement, la saturation veineuse, c'est un peu, j'aime bien cette analogie, souvent utilisée par le professeur Jean-Louis Vincent à Bruxelles. C'est finalement l'argent qui reste sur votre compte en banque. Si vous êtes payé 300 €, c'est le transport, que vous consommez, vous dépensez 100 € par mois, il en reste 2 tiers sur votre compte en banque à la fin. Si on baisse votre salaire et que vous continuez à consommer, sur le compte en banque, la saturation veineuse montre que vous êtes moins payé. Il y a une limite, quand votre salaire diminue en dessous de ce que vous êtes payé, cette fois-ci, vous êtes obligé de dépenser moins. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'oxygène. Quand l'extraction en oxygène est maximum, en dessous d'un niveau qu'on appelle le transport artériel en oxygène critique, cette fois-ci, la consommation en oxygène diminue. Cette fois-ci, les cellules n'ont plus assez d'oxygène pour fonctionner. Cette fois-ci, l'hypoxie tissulaire apparaît, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que le lactate commence à augmenter. Cette relation a donc deux zones, une zone de dépendance entre VO2 et TaO2, qui montre que tout va mal, c'est l'hypoxie tissulaire, et une zone d'indépendance. Là encore, ce n'est pas juste une vue de l'esprit, hein, ça a été bien montré, je ne rentre pas dans le détail de ces expériences chez des animaux, lors d'une saignée progressive, et vous voyez qu'on observait ces deux phases, et que la concentration de lactate dans le sang augmente au moment où la relation devient dépendante. Bien sûr, cette augmentation de l'extraction, c'est un mécanisme adaptatif majeur pour la vie. Pourquoi est-ce que l'extraction en oxygène augmente? Comment se fait-il que les cellules puissent extraire plus d'oxygène? C'est quoi ce mécanisme adaptatif? En fait, si on se concentre sur ce réseau capillaire, l'augmentation de l'extraction en oxygène se fait par une vasodilatation, par le recrutement de capillaires qui étaient normalement fermés. Pourquoi? Imaginons une coupe, cette fois-ci transversale de l'affaire. Une cellule, sa mitochondrie, un globule rouge à l'intérieur d'un capillaire. Vous savez que le globule rouge, il occupe tout le diamètre du capillaire pour qu'il y ait très peu d'espace autour de sa membrane. Le transport artériel, le transport en oxygène vers la mitochondrie, il se fait par simple diffusion. Il n'y a pas de capteur en oxygène, il n'y a pas de récepteur à l'oxygène. C'est une diffusion, ça dépend donc de la distance, de la différence de concentration, de la surface d'échange. Et vous comprenez que si on arrive à recruter des capillaires qui étaient fermés, la surface d'échange augmente et la distance entre l'hème de l'hémoglobine et la mitochondrie diminue. L'extraction en oxygène augmente au cours des états de choc grâce au recrutement de capillaires qui étaient fermés. Et cette vasodilatation, ce n'est pas une commande cérébrale, c'est une vasodilatation d'origine locale. L'endothélium produit du monoxyde d'azote. La cellule émet des signaux ischémiques, adénosine, prostaglandine, qui viennent
signaler aux capillaires alentours qui doivent se dilater. Le recrutement de la microcirculation permet de maintenir constante la consommation en oxygène alors que le transport artériel en oxygène diminue. C'est un mécanisme fondamental de la protection de l'organisme contre l'insuffisance circulatoire. Après avoir vu cette physiopathologie, il faut quand même dire encore un mot de ce qu'on appelle la partition du débit cardiaque. Parce que vous pourriez dire, je passe rapidement là-dessus, vous pourriez dire que c'est contradictoire. D'un côté, je vous ai dit que la protection consistait en une vasoconstriction par la commande sympathique, et de l'autre que la protection contre l'état de choc, c'était une vasodilatation locale. Mais en effet, les deux coexistent au cours d'un état de choc. Mais les circulations, ils sont différemment sensibles. Il y a des territoires qui sont très sensibles à l'autorégulation métabolique, la vasodilatation qu'on vient de voir. C'est des territoires qui vont être très protégés au cours de l'état de choc. Et c'est typiquement le cœur, un degré un peu moindre le cerveau. Et puis il y a d'autres territoires qui sont très sensibles à la stimulation sympathique, c'est la peau, les muscles. Et qui, eux, vont finalement sacrifier leur circulation et leur consommation d'oxygène au profit d'organes qui sont plus nécessaires à la vie. C'est le phénomène de partition du débit cardiaque, cette mesure un peu économique de la consommation en oxygène, et qui explique que les organes réagissent différemment à la baisse de la pression de perfusion. Donc on a vu que l'adaptation microcirculatoire est responsable du maintien de la consommation en oxygène constante quand le transport diminue et de ce phénomène important qui est la partition du débit cardiaque. Alors c'est vrai lors des états de choc dits convectifs, c'est-à-dire état de choc cardiogénique ou hémodynamique, mais pas lors de l'état de choc septique. Et là encore, on termine cette deuxième partie, les tâches de la microcirculation, en parlant des particularités lors de l'état de choc septique. Au cours de l'état de choc septique, qui là encore est le plus grave au plan physiopathologique, ces mécanismes adaptatifs sont moins efficaces. Et d'ailleurs, la valeur de transport artériel en oxygène critique, la valeur à partir de laquelle la consommation devient dépendante du transport, cette valeur augmente. Il y a moins d'extraction en oxygène, l'organisme est plus vite exposé à l'hypoxie tissulaire. Une fois encore, ça a été démontré, regardez, c'était les expériences que je montrais tout à l'heure, la saignée progressive qui dessine la relation DO2-VO2. Lorsque on réinjecte le sang à l'animal, et puis qu'on lui donne de l'endotoxine, donc on va créer un choc septique artificiel, et qu'on refait cette saignée progressive, et bien vous voyez qu'en effet, la zone de dépendance entre DO2 et VO2 est plus large. Alors en pratique, c'est vraiment un problème important. Ça concerne environ 70% des patients en état de choc septique et ça concerne tous les patients en état de choc septique après la phase initiale. Dans cette étude de Thierry Boulin en 2014 qui revoyait 363 patients en choc septique, vous voyez qu'il y a 70% des malades chez lesquels la saturation veineuse en oxygène était normale. La saturation veineuse centrale était à 70%. Ces malades n'extrayaient pas plus d'oxygène que d'habitude, donc c'est une proportion non négligeable des patients. Et ça, c'est dû évidemment à des problèmes de la microcirculation. Vous avez compris que c'est de la microcirculation que dépend ce phénomène adaptatif. Et en effet, on a bien décrit au cours du choc septique ces anomalies microcirculatoires qui font que de vastes domaines sont hypoperfusés. Il y a des vaisseaux dans lesquels, vous voyez, les globules rouges ne circulent plus. Il y a de grands chins artério-veineux autour de zones qui sont dévastées de capillaires. Et ça s'explique par plusieurs mécanismes qui viennent altérer la microcirculation au cours du choc septique. Il y a en fait deux voies physiopathologiques. Celle qui s'explique par la microcirculation, et on sait qu'au cours du choc septique, je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais il y a moins de sensibilité aux vasodilatateurs. Je ne rentre pas dans le détail, mais les anomalies du système du monoxyde d'azote jouent un rôle important. Il y a aussi, donc ça explique qu'il y a de vastes zones qui sont vasoconstrictées, insensibles à la vasodilatation, et qui sont contournées par de grands shunts artério-veineux inefficaces pour oxygéner les tissus. Il y a aussi une obstruction mécanique des vaisseaux
qui est due à des microtrombies, à l'agrégation cellulaire, à plus de polynucléaires activés, à des globules rouges moins déformables. Et vous savez que les phénomènes d'inflammation liés au sepsis et de coagulation sont intimement liés. Au cours du choc septique, en effet, il y a des obstructions vasculaires. Au maximum, ça réalise un état de coagulation intravasculaire disséminée qui viennent obstruer les vaisseaux et empêcher cette microcirculation d'assurer son rôle d'oxygénation normal. Je vous ai dit qu'il y avait deux voies physiopathologiques qui expliquaient pourquoi les cellules respirent mal au cours du choc septique. Il y a d'abord la microcirculation, on leur apporte moins d'oxygène, donc c'est normal qu'elle fonctionne moins bien. Mais il y a un autre mécanisme qui est suspecté. On peut dire aujourd'hui que les deux coexistent. Le plus important, c'est sans doute la microcirculation, mais il y a aussi ce qu'on appelle une dysoxie cellulaire. Et cette dysoxie cellulaire, c'est finalement une insuffisance respiratoire de la cellule elle-même. C'est une incapacité de la cellule à utiliser l'oxygène qui lui est apporté. C'est une sorte de SDRA de la cellule qui reçoit de l'oxygène, mais qui est incapable de l'utiliser. Et ça nous conduit à ce qui se passe au niveau de la cellule et donc à la dernière partie de notre exposé. Alors cette fois-ci, on s'intéresse à la cellule et plus exactement à la mitochondrie. Bien sûr, c'est la mitochondrie qui capte l'oxygène, vous savez, pour faire fonctionner son cytochrome mitochondrial. Qu'est-ce qui se passe au cours d'un état de choc au niveau de la cellule? Imaginons qu'au cours, par exemple, d'un infarctus du myocarde très grave, une dysfonction cardiaque majeure, les mécanismes de défense macrocirculatoire ont été dépassés, le système sympathique a été dépassé, que le recrutement veineux ne se fait plus, la précharge n'a pas pu augmenter. Imaginons que l'extraction en oxygène est déjà à son niveau maximum. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule? Ou plus exactement au niveau de la mitochondrie. Il faut revenir à la base, hein, bien sûr, le métabolisme aérobie a pour substrat énergétique principal, vous le savez, le glucose. Vous vous rappelez le QCM piège en première année, hein. C'est quoi le substrat énergétique principal du métabolisme aérobie? Est-ce que c'est du glucose ou est-ce que c'est l'oxygène? C'est bien le glucose. Vous vous rappelez que le glucose est transformé, enfin vous ne vous rappelez pas, mais c'est pas grave, vous vous rappelez que le glucose est transformé en pyruvate, puis en acétylcoenzymat, et l'acétylcoenzymat rentre dans ce fameux cycle de Krebs. Et c'est ça qui permet, je ne rentre pas dans le détail, hein, la phosphorylation oxydative, c'est-à-dire de fabriquer des molécules d'ATP à partir d'adénosine diphosphate et de phosphate inorganique. Et la rupture de ces liaisons phosphate libère beaucoup d'énergie, c'est comme ça que fonctionne tout notre organisme. C'est un mécanisme qui est très très rentable parce qu'à partir d'une molécule de glucose, il y a 38 molécules d'ATP qui sont produites. Et tout ça se fait dans les cytochromes mitochondriaux qui utilisent comme cofacteur l'oxygène, qui ne peuvent pas marcher en l'absence d'oxygène. Donc ça, c'est le métabolisme aérobie. Au passage, le pyruvate est naturellement transformé en lactate par la lactico-déshydrogénase. C'est une réaction physiologique et je ne rentre pas dans le détail, mais le lactate, ce n'est pas un déchet métabolique qui va servir dans le foie et surtout, enfin dans le foie surtout et un peu dans le rein pour fabriquer du glycogène et restaurer les réserves en glucose. Vous voyez comme tout ça se tient bien. Je le disais, imaginons pour terminer que toutes les réserves dont on parlait tout à l'heure aient été épuisées et que finalement la consommation en oxygène diminue. Les cellules ne reçoivent plus assez d'oxygène, le métabolisme devient anaérobie, il n'y a plus d'oxygène, les cytochromes mitochondriaux ne fonctionnent plus, ça veut dire qu'il n'y a plus de phosphorylation oxydative. La première conséquence de ça, c'est l'augmentation du taux de pyruvate dans la mitochondrie qui augmente in fine le taux de lactate
Et c'est ce qui explique que tous les jours, chez les patients de réanimation, vous dosez le taux de lactate, qui est un marqueur très fiable de l'hypoxie tissulaire. Ou plutôt, c'est un marqueur très sensible de l'hypoxie tissulaire. Il y a de nombreux faux positifs, mais il n'y a pas de faux négatifs. Néanmoins, il existe même à ce niveau-là une sorte de mécanisme de défense. Ce n'est pas vraiment un mécanisme de défense, mais c'est un échappatoire finalement, qui permet quand même à la cellule, en l'absence d'oxygène, de fabriquer un peu d'ATP à partir cette fois-ci de NAD. C'est je ne rentre pas dans le détail, mais c'est un héritage historique dans l'évolution d'individus beaucoup moins développés, qui fabriquent de l'ATP, non pas à partir de la phosphorylation oxydative, mais à partir du système du NAD-NADH. Et bien, grâce à cette survivance, il y a quand même de l'ATP qui est produit. Alors, c'est beaucoup moins rentable que le métabolisme aérobie normal, mais en tout cas, ça existe quand même. Donc, voilà ce qui se passe en cas de métabolisme anaérobe. Mais vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure que au cours du choc septique, et on termine par ça, il y a aussi une particularité au cours du choc septique, à l'étage de la cellule, c'est qu'il peut exister cette dysoxie cellulaire, ce phénomène qui fait que les cellules respirent moins bien. Je décrivais ça comme un SDRA de la cellule. Les poumons de la cellule, les cytochromes, ont un fonctionnement qui est altéré au cours du sepsis, directement attaqué par toutes ces substances qui se développent au cours du choc septique, l'endotoxine bactérienne, mais indirectement le monoxyde d'azote, les anions nitrate-nitrite, les formes actives de l'oxygène, toutes ces substances qui augmentent considérablement dans la circulation au cours du choc septique et qui viennent gêner le fonctionnement des cytochromes mitochondriaux, expliquant en partie le fait que les cellules utilisent moins bien l'oxygène alors même qu'elles en reçoivent suffisamment. Au cours du choc septique aussi, il y a une particularité qui fait, et je ne rentre pas dans le détail, je le signale simplement, que du lactate est produit par le mécanisme aérobie dans les cellules musculaires, par une stimulation de la lyse du glycogène qui fait augmenter le taux de pyruvate et de lactate. Et donc il existe, pour simplement dire cela, une production de lactate aérobie au cours du choc septique. C'est un faux positif supplémentaire du lactate au cours du choc septique. Quoi qu'il en soit, l'anaérobiose, c'est ce qu'on peut retenir pour la pratique, hein, l'anaérobiose, au cours d'un état de choc finalement dépassé, vous avez compris, conduit à l'arrêt de la chaîne respiratoire mitochondriale et c'est ce qui explique en partie l'augmentation de la production de lactate qui en plus au cours du choc septique est produit aussi de façon aérobie. Et avec ce dernier message, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Xavier. On va passer aux questions. Il y a deux moyens. Alors je vous propose de poser vos questions dans la partie Q et R, questions-réponses, qui nous permet de sélectionner vos questions et puis d'y répondre au fur et à mesure. L'autre possibilité, c'est de lever la main pour poser votre question à l'oral, comme vous voulez. Voilà, donc n'hésitez pas. C'est vraiment le moment. Ils veulent faire une pause en fait, ils ne veulent pas poser des questions. Ils veulent... Alors si vous pouvez poser vos questions à l'oral, hein, si c'est plus simple pour vous. Il suffit que vous leviez la main, normalement je devrais le voir. Xavier, est-ce que tu vois les questions? Tu veux que je te les transmette? J'ai une question. Dans l'état de choc septique, on a une insensibilité aux vasodilatateurs et aux vasoconstricteurs, en point d'interrogation, ou les deux? Oui, ben oui, c'est les deux, alors sans doute pour les mêmes raisons. Les mécanismes vasodilatateurs qui empêchent ce recrutement de la microcirculation et qui expliquent
l'absence d'augmentation de l'extraction en oxygène, et la diminution de la sensibilité aux vasoconstricteurs qui explique en partie l'inefficacité du système sympathique et donc l'adaptation que j'ai décrite au niveau de la macrocirculation. Ouais, en effet, les deux mécanismes sont touchés. Merci. Allez-y, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a une autre. Oui. Quand doit-on utiliser l'adrénaline en état de choc? Alors tout à l'heure, je vous ferai un exposé sur l'utilisation des vasoconstricteurs dans le choc septique. Donc là, une question assez précise sur l'adrénaline. Donc tu y répondras. Hein, au cours des états de choc, l'adrénaline a une indication uniquement au cours de l'état de choc anaphylactique et au cours de l'état de choc septique, elle a pas d'indication en vérité, en tout cas pas reconnue en première intention au cours de l'état de choc septique, ni d'ailleurs au cours du choc cardiogénique où en première intention c'est l'association de butamine et de noradrénaline qui est recommandée. Mais je suis sûr que professeur Sébastien Préau vous expliquera ça bien en détail. Il y a une autre question importante. Le lactate fait la production d'ATP en anaérobie. Est-ce que on peut le considérer comme un mécanisme adaptatif et non un marqueur de bon pronostic? Non, le lactate permet pas la production d'ATP, c'est pas exactement ça. Le lactate est une conséquence de la formation du pyruvate. Il participe pas à la formation d'ATP. La formation d'ATP, c'est la phosphorylation oxydative, et il se trouve que quand il y a une phosphorylation oxydative, que du pyruvate est produit, du lactate est produit en même temps. Ce que je vous ai dit, c'est que donc le lactate, il permet pas la formation d'ATP. Quels marqueurs de la macro ou microcirculation peuvent être utilisés pour la prise en charge des états de choc? C'est une bonne question. C'est intéressant finalement. Vous avez des cibles thérapeutiques qui sont différentes dans tout l'exposé que je vous ai expliqué. Vous avez vu l'importance de la pression dans l'oreillette droite, qu'on estime par la PVC aujourd'hui, parce que c'est elle qui détermine une grande partie du débit cardiaque. Hein. Donc vous avez compris, quand la PVC augmente, le sang ne coule plus vers l'oreillette droite. C'est aussi au passage la pression qui est en aval des organes. Le sang, par exemple, dans le rein, coule entre la pression artérielle moyenne en amont et la PVC en aval. Quand la PVC augmente, la perfusion rénale diminue. Et d'ailleurs, des études ont montré qu'en cas d'augmentation de la PVC, le rein fonctionne moins bien. Ça peut être, bien entendu, le lactate. Ça peut être la saturation veineuse en oxygène. Vous voyez qu'à chacun des étages, vous pouvez trouver des variables physiologiques qui sont des variables intéressantes à mesurer pour prendre en charge l'état de choc. Donc, pour répondre directement à la question, c'est tous ces marqueurs qui sont utilisés pour la prise en charge des états de choc.